Au dîner, mon père a déclaré, ton frère a bâti son succès tout seul. Sans aucune aide. Tout le monde a applaudi. J'ai répondu calmement, alors il s'en sortira très bien sans les $6 000 que je vire pour ses frais de scolarité chaque semestre. L'enfant chéri a failli laisser tomber son verre. Et c'est là que j'ai su que le dîner allait être un cirque, dès l'instant où ma mère a envoyé le SMS groupé, dîner de famille samedi prochain. Présence obligatoire. Aucune excuse. Je pouvais déjà entendre sa voix dans ma tête, enjouée, passive-agressive, prétendant que tout dans cette famille ne tenait pas par des bouts de ficelle et le déni. Je suis arrivé à l'heure, comme toujours. J'ai apporté une bonne bouteille de vin rouge. Je me suis assis tranquillement, j'ai aidé à mettre la table. Mon frère Jason est arrivé en retard, bien sûr. Un sweat à capuche qui coûtait probablement plus cher que mon ordinateur portable. Le téléphone à la main. Aucun contact visuel avec qui que ce soit. Pas même une bouteille de soda. Un classique. Nous nous sommes tous assis. Moi, mes parents, ma tante Cheryl, mon oncle Mike et, comme toujours, le personnage principal, Jason, l'enfant chéri. Maman le regardait avec un sourire radieux, comme s'il revenait de la guerre. Mon père, après environ 15 minutes de conversation banale et de mastication gênée, s'est levé et a levé son verre. À Jason, a-t-il dit, qui nous a tous montré ce qu'est la détermination, qui a travaillé dur, est resté concentré et est arrivé là où il est aujourd'hui sans aucune aide. C'est comme ça que l'on bâtit le succès. Tout le monde a trinqué. Même tante Cheryl, qui n'a pas bu d'alcool depuis 1998, a pris une gorgée comme si c'était la communion. Jason a affiché un petit sourire suffisant. Ce petit sourire arrogant qui me donnait envie de briser mon verre de vin dans ma main. Le pire, c'est qu'il y croyait. Il y croyait vraiment. Je n'ai pas trinqué. Je l'ai juste regardé fixement. Et peut-être que si le mensonge n'avait pas été si flagrant, peut-être que si je n'avais pas passé les 3 dernières années à réparer les pots cassés de ses choix, je n'aurais rien dit. Mais je l'ai fait. J'ai dit, alors il s'en sortira très bien sans les $6 000 que je vire pour ses frais de scolarité chaque semestre. Silence. Jason s'est figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Ma mère avait l'air d'avoir avalé un clou. Mon père a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de calculer ce que je venais de dire. Je ne me suis pas arrêté là. Et l'assurance auto que je paie depuis sa 2e année d'université, ai-je ajouté. Et le MacBook que je lui ai acheté au printemps dernier quand le sien a planté. Et le loyer de son appartement hors campus, qui est toujours prélevé automatiquement sur mon compte. J'ai pris une gorgée de vin. Sans aucune aide, n'est-ce pas? J'imagine qu'il n'aura plus besoin de tout ça. Jason a posé son verre lentement, comme s'il pensait qu'un mouvement brusque pourrait me faire en dire plus. Ma mère a commencé à parler, mais je l'ai coupé. C'est un adulte. S'il a réussi par lui-même, il est temps qu'il commence à agir comme tel. Je ne fais qu'aligner mes actions sur les convictions de papa. Personne n'a parlé. Personne n'a touché à sa nourriture. Pour la première fois depuis des années, Jason avait l'air de douter de lui. Pas en colère, pas offensé, juste perdu. Je n'ai pas dit un mot de plus ce soir-là. J'ai juste mangé en silence pendant que tout le monde picorait dans son assiette. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail. Personne n'a mentionné la maison que je venais d'acheter ou l'équipe que je venais d'être promu à diriger. Rien. Après le dessert, j'ai pris ma veste, remercié ma mère pour le dîner et je suis parti. En rentrant chez moi, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai arrêté le virement automatique des frais de scolarité. J'ai supprimé les paiements de loyer programmés, retiré son nom de la police d'assurance. Aucun SMS de colère n'est arrivé cette nuit-là. Ni le lendemain. Mais je savais qu'il finirait par arriver. Jason n'avait pas réussi par lui-même. C'est moi qui l'avais fabriqué. Et maintenant, il allait découvrir à quoi ressemblait vraiment la vie quand je sortais du tableau. Et ce n'était que le début. 3 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout commence à se fissurer. Après ce dîner, ce fut le silence radio de la part de tout le monde. Pas un seul texto de Jason. Pas même un des messages passifs-agressifs de ma mère du genre « J'espère que tu vas bien ». Et mon père, n'en parlons pas. Ils pensaient probablement que je leur devais des excuses pour avoir embarrassé leur prodige à table. Je n'étais pas surpris. Mon utilité avait une date d'expiration, et je venais de la tamponner moi-même.
Au début, j'ai apprécié le calme. Je suis allé travailler. Je suis allé à la salle de sport. J'ai fait un week-end à Seattle sans le dire à personne. Pour une fois, je ne vérifiais pas mon compte en banque pour des débits que je n'avais pas effectués. Pas de demande Venmo de dernière minute. Pas d'appel téléphonique culpabilisant. C'était comme remonter à la surface pour respirer après avoir retenu son souffle pendant des années. Puis les fissures ont commencé à apparaître. La première est arrivée sous la forme d'un email de l'université. Objet, urgent, avis de frais de scolarité impayés. Je l'ai ouvert par curiosité. Le portail étudiant de Jason avait été signalé. Paiement en retard. Solde dû immédiatement pour éviter l'expulsion des cours. J'ai fermé l'email sans y penser une seconde. Je l'avais maintenu à flot pendant 3 ans. Loyer, frais de scolarité, assurance auto, 2 téléphones et un ordinateur portable. Je ne l'avais pas seulement aidé, je l'avais rendu dépendant. Et c'était fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Salut, c'est Jason. On peut parler? C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas d'explication, juste une tentative timide pour voir si j'allais craquer. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante, ma mère a appelé. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Elle avait l'air excessivement enjouée, comme elle l'était toujours quand elle essayait de marcher sur des œufs autour d'un sujet délicat. Salut, mon chéri. Je pensais juste qu'on pourrait tous se voir cette semaine. Jason a un petit souci avec des paiements pour l'école. Je pense qu'il a juste besoin de parler à quelqu'un. Tu sais à quel point il t'admire, n'est-ce pas? Il m'admire quand ses factures sont dues. Le reste du temps, il m'ignore. J'ai répondu par une seule phrase, ce n'est plus ma responsabilité. Un jour plus tard, mon père a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Puis le lendemain matin, il a réessayé. Cette fois, j'ai répondu. Peut-être que j'étais curieux. Peut-être que je voulais entendre jusqu'où ils étaient prêts à se plier avant d'admettre la vérité. Il n'a pas perdu de temps. Ton frère est dans une situation difficile. Ses cours sont menacés. Tu as les moyens de l'aider et tu te contentes de regarder. Non, ai-je dit. Je l'ai aidé à finir le lycée. Je l'ai aidé à entrer à l'université. Je l'ai aidé à rester à l'université. J'ai acheté sa voiture, payé son loyer, ses frais de scolarité. J'ai fait plus que vous deux réunis. Et je n'ai pas eu d'applaudissements au dîner pour ça. Il s'est tu. C'est la famille, a-t-il finalement dit. Moi aussi. Et j'en ai marre d'être traité comme un parent de secours avec une carte de crédit. Il a marmonné quelque chose sur le manque de respect et a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Je pensais que ce serait la fin pour un moment. Mais moins d'une semaine plus tard, je regardais la télévision quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Jason. Pas de voiture dans l'allée, ce qui signifiait qu'il avait probablement pris le bus ou marché. Je suis resté là à regarder. Il a frappé à nouveau, a attendu, a baissé les yeux sur son téléphone, puis de nouveau sur la porte. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air vide, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé que le filet de sécurité avait disparu. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne lui devais pas ça. Au bout d'une minute, il s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir, capuche relevée, tête baissée. 2 semaines après, j'ai reçu la notification que j'attendais. Jason s'était officiellement retiré de l'université. Il ne pouvait pas payer ses frais de scolarité, ne pouvait pas rester dans son appartement. Il a mis en gage l'ordinateur portable que je lui avais donné, a vendu quelques baskets et a finalement fait ce que tout le monde espérait qu'il ne ferait pas. Il a réemménagé chez nos parents. Et cela, apparemment, a été le point de rupture. Car une fois qu'il était de retour sous leur toit, l'illusion à laquelle il s'était accroché a commencé à se fissurer. L'étudiant vedette, le self-made man, l'enfant chéri, celui qui n'avait jamais besoin d'aide. Il n'était aucune de ces choses sans moi. Et ils étaient sur le point de voir exactement qui ils avaient applaudi depuis le début. Ça n'a pas pris longtemps. Moins d'une semaine après le retour de Jason, les nouvelles ont commencé à arriver. Pas de sa part, bien sûr, mais à travers des tentatives de conversation dispersées et désespérées de ma mère. Ça a commencé par des textos innocents. Je prends juste des nouvelles. Comment ça va?
Et le travail? Jason s'adapte. Il pense peut-être prendre un semestre de pause pour se ressaisir. Se ressaisir. C'était leur nouveau mot pour « à abandonner » et « faucher et à la dérive ». J'ai ignoré chaque message. Pas par dépit, mais parce que je savais exactement ce qu'il faisait, essayer de préparer le terrain, de m'amadouer, peut-être de me faire sentir coupable pour que je revienne en sauveur avec une autre bouée de sauvetage financière. Mais cette fois, la porte était fermée, verrouillée et scellée. Pourtant, j'entendais des choses, principalement par la famille élargie. Tante Cheryl m'a appelé un soir à l'improviste. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour mes parents. Apparemment, Jason avait recommencé à dormir jusqu'à midi. Il disait qu'il cherchait du travail, mais passait le plus clair de son temps à jouer à des jeux vidéo au sous-sol, le même sous-sol qu'il se moquait de moi d'occuper pendant ma première année après l'université, alors que j'avais 2 emplois et que j'étudiais le soir pour décrocher mon poste actuel. L'ironie ne m'a pas échappé. À un moment donné, Jason a commencé à dire aux gens qu'il faisait une pause pour sa santé mentale. Mes parents l'ont soutenu, disant à quiconque posait la question qu'il réévaluait ses priorités. La communication était impressionnante, mais les fissures s'élargissaient. Puis est venu l'appel de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis qu'il m'avait raccroché au nez. Cette fois, il a commencé par des excuses. Pas de vraies excuses, plutôt un soupir frustré qui ressemblait à « je ne veux pas faire ça, mais ta mère m'a forcé ». Il a dit que les choses n'allaient pas bien. Jason avait atteint le plafond de sa dernière carte de crédit. Mon père avait pris le relais des paiements, mais était déjà en retard. Jason avait postulé à quelques endroits mais n'avait rien décroché. Et maintenant, il commençait à être d'humeur massacrante. Je suis resté silencieux. Puis est venue la demande. Pas directement, bien sûr. Mon père a tourné autour du pot. Il a dit qu'il subissait beaucoup de pression. Les factures s'accumulaient. Les courses plus chères que jamais. Jason ayant besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. J'ai demandé, est-ce qu'il utilise toujours l'ordinateur portable que je lui ai acheté? Silence. Non, a dit mon père. Il l'a vendu. Pour le loyer, je crois. Non, ai-je corrigé. Il l'a vendu pour éviter d'avoir à trouver un travail. Il n'a pas répondu. C'est là que je l'ai dit clairement, sans élever la voix. Je n'aide plus. Ni lui. Ni vous. J'ai couvert vos arrières pendant des années. J'ai donné, et tout ce que j'ai eu en retour, c'est du mépris et de l'effacement. Vous l'avez tous traité comme un roi et moi comme le comptable. Qu'est-ce qu'on est censé faire, a-t-il demandé. Je lui ai donné la réponse qu'il n'était pas prêt à entendre. Commencez à le voir pour ce qu'il est, pas pour ce que vous vouliez qu'il soit. Une semaine plus tard, Jason a postulé pour un emploi dans une pizzeria locale. Il ne l'a pas eu. Pas d'expérience, apparemment. Il a commencé à blâmer l'économie, le système, et même moi, disant que je l'avais abandonné quand il avait le plus besoin de moi. Ma mère m'a envoyé ça par texto. Je n'ai pas répondu. Une autre semaine a passé. Puis 2. Jason a commencé à s'en prendre à eux, à crier, à se disputer sur la vitesse du Wi-Fi, sur les règles, sur le dîner. Il n'était pas seulement en difficulté, il était en train de s'effondrer, et maintenant c'était eux qui géraient le désordre que j'absorbais tranquillement autrefois. Finalement, la vérité a commencé à s'installer pour eux. Leur enfant chéri n'avait pas d'économie, pas de plan, pas de cran, juste une longue histoire de dépendance envers des gens qui ne le remettraient pas en question. Et maintenant que la seule personne qui l'avait fait était partie, il ne savait plus quoi faire. Un soir, ma mère m'a envoyé un long message. Un mur de texte rempli de nostalgie, d'excuses à demi-mot et de supplications émotionnelles. Il ne gère pas bien les choses. Ton père et moi sommes épuisés. Je ne sais pas ce que nous avons fait de mal. Je l'ai lu, puis relu, et je n'ai pas répondu. Ils goûtaient enfin à ce qu'ils avaient laissé grandir dans leur maison pendant des années. Et Jason. Jason était enfin seul, exactement comme ils avaient toujours dit qu'il l'était. Je n'avais pas parlé à Jason depuis qu'il s'était présenté à ma porte et était reparti les mains vides. Je pensais que ce serait la dernière fois que nous aurions un contact réel. Mais ensuite, Jake, un de mes anciens collègues qui dirige maintenant une entreprise technologique en pleine croissance, m'a appelé pour me demander si je connaissais quelqu'un qui cherchait un poste de support technique débutant. Rien d'extraordinaire,
juste un travail solide et stable, un salaire décent, des avantages sociaux, un potentiel de croissance. Le genre de poste sur lequel quelqu'un pourrait construire sa carrière s'il était prêt à mettre son ego de côté et à travailler. J'ai failli dire non. Failli dire à Jack que je n'avais personne en tête. Mais ensuite, j'ai fait une pause. Jason avait passé des mois en pleine dégringolade. Il était fauché, sans emploi, et de retour sous le toit des mêmes parents qui se vantaient de son indépendance. Peut-être que c'était le genre d'inconfort dont il avait besoin. Quelque chose de réel, quelque chose de mérité. Alors j'ai dit à Jack, peut-être bien que si. Je n'ai pas appelé Jason. J'ai appelé ma mère. J'ai une offre d'emploi pour lui, ai-je dit. C'est un poste de technicien de support débutant dans une entreprise de taille moyenne, à temps plein, sur site, du vrai travail. Elle a semblé surprise, puis soulagée, comme si elle avait retenu son souffle pendant des semaines. Andrew, merci. Je pense que ça pourrait l'aider. Il est juste. Il est coincé. Oui, il l'est. Elle a promis de lui parler tout de suite. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Jason. Son ton était déjà sur la défensive. C'est quoi ça? Un travail? Tu m'arranges un coup pour un truc de technicien de base? Tu penses que j'ai besoin que tu me sauves encore? Non. Je pense que tu as besoin de te sauver toi-même. Je t'offre une chance. Il s'est mis à divaguer. A dit que c'était en dessous de lui. Que j'essayais de le faire paraître petit. Que je voulais juste me sentir mieux dans ma peau. Je l'ai laissé délirer. Puis j'ai dit, si tu es trop fier pour travailler, alors n'appelle pas ça une opportunité. Appelle ça un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux continuer à prétendre que tout le monde te doit quelque chose, ou tu peux admettre que personne ne te doit rien, surtout pas moi. Il a raccroché. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Qu'il retournerait bouder dans le sous-sol en se disant qu'il était trop bien pour ce monde. Mais 2 heures plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Je lui ai dit de prendre le travail. Ton père aussi. On en a fini de le materner. Et juste comme ça, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis des années, mes parents ne le défendaient pas. Ils ne lui trouvaient pas d'excuses. Ils étaient fatigués. Fatigués du parasitisme. Fatigués des disputes. Fatigués de prétendre qu'il était quelqu'un qu'il n'était pas. Le lendemain, Jason s'est présenté à l'entretien. Jack m'a appelé après. Il est brut de décoffrage, un peu arrogant, mais il est intelligent. Je vais lui donner sa chance. Et c'est ainsi que Jason a eu un travail. Support technique, de 9h à 17h. Il devrait se lever tôt, porter des vêtements propres, répondre à un manager et faire un travail réel. Il n'y aurait pas d'éloge pour sa simple présence. Pas d'applaudissements pour avoir fait le strict minimum. Et je ne lui ai pas dit un mot. Pas de « félicitations ». Pas de « je suis fier de toi ». Parce que ce n'était pas une faveur. Ce n'était pas une autre aide. C'était sa chance de prouver qu'il pouvait se débrouiller seul, pour de vrai cette fois. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas la fin. Parce que quelqu'un comme Jason ne tombe pas par hasard sur la responsabilité pour en tomber amoureux. Il la combat, en veut au monde entier, la traite comme une punition. Et j'avais le sentiment que son premier contact avec le monde réel allait être amer. La différence, maintenant, c'est que personne n'allait venir lui dorer la pilule. Jason a tenu 6 semaines. 6 semaines à se lever tôt, à faire le trajet jusqu'au centre-ville et à faire un travail qui comptait vraiment. Un travail où personne ne le félicitait d'exister et où personne ne donnait de médaille pour sa simple présence. 6 semaines à être traité comme une personne ordinaire, pas comme un enfant chéri. 6 semaines à affronter un monde où l'arrogance ne vous menait nulle part. Jack m'a envoyé un texto vers la fin de la 2e semaine. Il vient, mais il ne parle à presque personne. Toujours sur son téléphone, l'air agacé la moitié du temps. Ne pose pas de questions. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qui allait arriver. Jason n'était pas fait pour la responsabilité. Il était fait pour les applaudissements. À la 4e semaine, Jack a complètement cessé de m'envoyer des textos. Puis est venue la 6e semaine. C'était un jeudi après-midi quand mon téléphone a vibré. Jack, encore.
Andrew, il a démissionné aujourd'hui. Il est juste parti, a laissé son badge, a dit que le travail était épuisant et qu'il avait mieux à faire. J'ai fixé mon téléphone un instant. C'était Jason tout craché. Un homme incapable de supporter l'effort à moins qu'il ne soit accompagné d'une admiration instantanée. Le lendemain, ma mère a appelé. Sa voix était lourde, épuisée. Il a démissionné, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu calmement. Il est rentré au milieu de la journée. Sans avertissement, sans explication. Juste fini. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Je crois que nous le voyons enfin. Nous voyons qui il pourrait être, pas qui il est. Nous avons continué à protéger la version de lui que nous voulions qu'il soit. Je suis resté silencieux. Il ne comprend pas la réalité, a-t-elle poursuivi. Il pensait que le monde lui devait ce qu'il n'a jamais mérité. Cette partie était vraie. La chute avait été inévitable. Mais jusqu'à présent, ils avaient amorti l'atterrissage avec des chèques de scolarité, des loyers, des assurances auto, des ordinateurs portables et des excuses. Maintenant, il n'y avait plus de rembourrage. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Sa voix était tendue, contrôlée. Il a 30 jours pour trouver un travail ou partir, a-t-il dit. Sans exception. Nous en avons fini de soutenir quelqu'un qui ne veut pas se soutenir lui-même. Ma mère était en arrière-plan, acquiesçant silencieusement. Les mêmes parents qui l'avaient porté au nu au dîner en tant qu'enfant chéri autodidacte avaient enfin atteint leurs limites. Jason n'a pas bien pris la chose. Il a crié. Il a blâmé mes parents. Il m'a blâmé. Il a dit, rien de tout cela ne serait arrivé si Andrew avait continué à m'aider. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement écouté, car je savais ce qui allait suivre. Il finirait par manquer de gens pour le porter. Et quand cela arriverait, le monde lui apprendrait enfin une leçon que ma famille ne lui avait jamais apprise. Le succès ne s'hérite pas. Il se mérite. Et pour la première fois de sa vie, Jason était seul, fauché, sans emploi et indésirable. L'enfant chéri était tombé. Et le silence dans leur maison, leur foyer soigneusement protégé pour l'enfant gâté, était plus assourdissant que tous les applaudissements qu'il lui avait jamais donnés. C'était un silence qui ressemblait enfin à de la justice. Je me suis adossé à ma chaise, sirotant mon café. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement observé les conséquences qu'ils avaient refusé de voir pendant des années se dérouler exactement comme elles le devaient. Et je savais au fond de moi qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le chapitre de la vie facile de Jason était clos. Et tout le monde autour de lui, parents inclus, était enfin forcé de faire face à la réalité. Environ un mois après que Jason eut démissionné et soit rentré à la maison, l'atmosphère dans la maison de mes parents avait complètement changé. Les mêmes parents qui trinquaient autrefois à son succès autodidacte étaient épuisés, frustrés, pour la première fois, pleinement conscients de la vérité. Jason y vivait toujours, mais l'étincelle de l'arrogance s'était estompée. La collection de sweats à capuche coûteux était restée, mais sa confiance avait commencé à se fissurer sous le poids des factures impayées, de l'absence de revenus et de la prise de conscience que personne d'autre ne résoudrait ses problèmes. Ma mère m'a appelé un soir. Sa voix était hésitante, prudente, comme si elle tâtait le terrain. Andrew, nous devons parler. J'ai écouté. Elle a admis qu'ils avaient eu tort. Qu'ils avaient protégé Jason de ses responsabilités pendant des années. Qu'ils avaient ignoré mes contributions tout en le louant sans cesse. Elle a dit que mon père avait honte d'avoir laissé les choses durer si longtemps, qu'ils étaient désolés, vraiment désolés. Je n'ai pas interrompu. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés assumer. Puis ils m'ont demandé de leur pardonner. Je l'ai fait, avec des mots, calmement, prudemment. Mais j'ai clairement indiqué que le pardon ne signifiait pas la confiance. Cela ne signifiait pas que je continuerais à les renflouer, eux ou Jason. Mon portefeuille était fermé, pour de bon. Je vous pardonne, ai-je dit. Mais cela ne change rien d'autre. Vous ne verrez plus un centime de ma part. Vous n'obtiendrez pas d'excuses. Vous ne me verrez pas couvrir les arrières de Jason. Ce chapitre est terminé. Il y eut une pause au bout du fil. Puis ma mère a dit doucement, nous comprenons. Et juste comme ça, la dynamique a changé. L'enfant chéri était redevenu juste un enfant. Un enfant sans plan, sans soutien,
forcé d'affronter la réalité dans la maison qu'il avait tant choyée. Jason a finalement dû faire face aux conséquences. En quelques semaines, il a dû trouver un travail à temps partiel, réduire ses dépenses et s'adapter à une vie sans soutien automatique. Il était frustré, en colère et plein de ressentiment, oui, mais il n'avait pas le choix. Mes parents ne pouvaient plus le protéger. Pendant ce temps, j'ai continué mon travail, mes projets, ma vie. Je n'avais aucun désir de punir qui que ce soit, mais je n'avais pas non plus l'intention d'être le filet de sécurité de qui que ce soit, jamais plus. La leçon avait été enseignée, tranquillement mais fermement, par les conséquences et les limites. Les réunions de famille après cela étaient différentes. On ne parlait plus de Jason comme de l'étoile brillante. Personne n'essayait de me manipuler. Mes parents me traitaient avec un respect prudent. Le genre de respect qui vient quand on réalise enfin que quelqu'un a porté plus de poids qu'on ne l'avait jamais remarqué. Je leur ai pardonné, oui, mais plus rien n'était pareil. Ma générosité financière avait disparu. Ma volonté de couvrir les erreurs avait disparu. Et à la fin, c'était le seul changement que Jason ne pouvait pas annuler. Il a dû grandir à la dure. Et moi, j'ai enfin pu observer depuis la touche, alors que la réalité faisait ce que les louanges et les applaudissements n'avaient jamais pu faire. Parfois, le silence et les limites enseignent plus que les mots ne le pourront jamais. Et cette fois, tout le monde a enfin appris sa leçon. Jason s'est finalement adapté, lentement, à contre-cœur, à la nouvelle réalité. Il a trouvé un petit boulot, a appris à gérer un budget et a réalisé que personne ne viendrait à la rescousse pour réparer ses erreurs. Mes parents, humbles et prudents, ont cessé de le traiter comme un prodigé, pour la première fois, ont vu la valeur de l'honnêteté et de la responsabilité. Quant à moi, j'ai continué à avancer dans ma vie, tranquillement fier d'avoir fixé la limite. Je n'étais plus le distributeur de billets de la famille, et le respect que je méritais depuis longtemps s'est enfin installé. Silencieux, permanent et inébranlable.